Et donc là, l'objectif de la formation d'aujourd'hui, c'est de vous présenter IPv6, de comprendre les enjeux, en fait, pourquoi en fait, il est nécessaire au réseau informatique, et que vous ayez voilà, au moins les bases pour pouvoir mieux l'appréhender et comprendre comment vous configurez ça ensuite sur vos machines. Avant de tout de suite partir sur IPv6, je voulais faire un petit récap en fait, du réseau informatique de manière plus générale. En fait, si on revient aux bases, à quoi sert un réseau informatique? C'est tout simplement, et ça a son unique rôle, c'est de transmettre des données. En gros, vous avez deux machines. On voit par exemple là, vous avez ici un PC et un serveur à côté, ou peu importe. Le but du réseau informatique, ça va être que ces deux éléments vont pouvoir s'échanger des données. Ces données vont transiter sur le réseau pour atteindre la machine en face, etc. Donc, dans les années 1980, en fait, quand ils ont exprimé ce besoin d'échanger des données entre ordinateurs, c'est là où ils ont commencé à développer en fait toute la couche TCP/IP, donc le protocole Internet comme on l'entend aujourd'hui, donc le protocole IP. Donc ça, c'était dans les années 80. Et ils ont créé du coup le protocole IPv4, version 4, qui est le protocole qui est toujours le plus utilisé aujourd'hui. Et donc ce protocole, qu'est-ce qu'il définit en fait? Tout simplement, vous avez ici vos machines, et que ce soit donc la machine qui est ici doit pouvoir communiquer avec une machine qui est dans le même étage, dans le même bâtiment, ou même sur un site distant ou à l'autre bout de la planète. Donc pour réaliser et pour en fait permettre ce flux, ce fonctionnement, pardon, ils ont développé le protocole IP, IPv4, que je décris rapidement ici. Donc comme ça, on voit un peu les bases de l'IPv4 avant de parler IPv6. Pour moi, c'est important qu'on prenne en compte le cheminement qui a fait et pourquoi on en est venu en fait à IPv4. Donc le but, comment ça fonctionne en fait? En IPv4, c'est tout simple. Au départ, chaque ordinateur possédait une adresse IP. Une adresse IP unique sur Internet. C'est-à-dire que quand votre machine avait une adresse IP, personne d'autre dans le monde avait la même adresse IP que vous. Comme votre adresse postale par exemple. Ce qui permettait de manière très simple, une fois que c'était en place, vous avez un ordinateur, par exemple ici, sur le siège de l'entreprise A, qui possède cette adresse IP-ci. Il pouvait, et c'était le rôle d'Internet au départ, communiquer, donc envoyer des données ou recevoir des données, depuis n'importe quel autre ordinateur, que ce soit sur le même site, sur n'importe où dans le monde, ou sur une entreprise, enfin un autre siège. Donc avec IPv4, en fait, on avait résolu le besoin principal qui était de transmettre des données d'ordinateur à ordinateur, peu importe où il se situe. Donc là, ce qu'on voit ici, c'était vraiment le fondement d'Internet, et c'était comme ça qu'il a été conçu. C'est-à-dire que Internet a été conçu pour que chaque machine ait sa propre adresse et puisse communiquer avec n'importe quelle autre machine. C'est pas du tout dans le paradigme dans lequel on est aujourd'hui. On va en discuter tout à l'heure, c'est la partie IPv4 avec Nat. Mais c'était comme ça qu'avait été conçu Internet. J'apporte ce point parce que souvent, on me dit, quand on parle d'IPv6, oui, mais chaque machine a sa propre adresse qui est routée sur Internet, c'est pas contraignant au niveau sécurité, c'est bizarre, non? Alors qu'en fait, c'est l'inverse. C'est le fait de ne pas avoir une machine qui a une IP qui est routable sur Internet qui est bizarre, et pas l'inverse. Donc là, le protocole IP fonctionnait très bien comme ça pendant quelques années, mais bien évidemment, donc le protocole IP, c'est ce qu'on voit ici. Il est fait sous 32 bits, représentés sous une forme décimale en fait. Donc vous avez 4 octets qu'on a ici. Et donc 32 bits, un bit c'est soit 0 soit 1, donc il y a deux possibilités. 2 puissance 32, ça vous fait un peu plus de 4 milliards d'adresses IP disponibles. Sachant que 4 milliards c'est ridicule par rapport au nombre d'objets connectés qu'on a aujourd'hui, mais également ces 4 milliards d'adresses avaient été mal distribuées. C'est-à-dire qu'au départ, forcément, les premières entreprises, les premières grosses organisations, etc., qui se sont mis à Internet, elles ont récupéré une très grosse partie des plages IP, ce qui fait que non seulement il y a peu d'adresses, mais en plus, ça a été mal distribué, et donc très rapidement, on s'est rendu compte qu'on allait avoir de gros problèmes, c'est-à-dire qu'on allait avoir manqué de disponibilité d'adresses. Et donc le fameux paradigme où chaque ordinateur, comme on voit ici, possède une adresse IP unique, comme avait été imaginé par les concepteurs du protocole IP, on allait vraiment être très rapidement limité, et donc ça n'allait pas être possible. Donc quand on a commencé à prendre en considération ce problème,
c'est à ce moment-là où en fait on a commencé à développer le protocole IPv6, qui est la nouvelle évolution. On va l'aborder longuement tout à l'heure, mais tout d'abord je termine sur la partie IPv4. Donc quand on s'est rendu compte que c'était pas possible d'avoir chaque équipement avec sa propre adresse IP, c'est là qu'est arrivée la fameuse rustine. La rustine qui est pour moi le plus gros problème d'IPv6, c'est l'IPv4 avec NAT. Et c'est à cause du NAT en fait que IPv6 a mis autant de temps à s'implémenter et qui fait qu'en 2021, on n'a que 40% du trafic qui est en IPv6 aujourd'hui, alors que ça aurait pu être bien plus rapide que ça. Donc qu'est-ce que le NAT en fait? C'est le schéma que j'ai fait ici. En gros, plutôt qu'on garde sur le même esprit que tout à l'heure, donc chaque ordinateur veut quand même dialoguer avec n'importe qui dans le monde, mais vu qu'on ne peut pas attribuer une adresse par équipement, bah, qu'est-ce qu'on fait? En réalité, on va attribuer une adresse sur un routeur sur le site de l'entreprise, sur votre box à la maison, et c'est votre box à la maison ou le routeur de l'entreprise qui va avoir cette adresse IP qui est publique. Donc c'est-à-dire une adresse IP qui est unique sur le monde de l'Internet et qui est routée partout dans le monde. Donc vous allez avoir du coup qu'une seule adresse IP à attribuer par site. Malgré tout, pour que ça fonctionne, il a fallu qu'on définisse donc trois réseaux. Donc en fait, on a supprimé donc les trois plages qu'on voit ici, c'est-à-dire tout réseau qui commence par 10, tout réseau qui commence par 172.16 jusqu'à 172.31 et tout réseau qui commence par 192.168 ne sont plus des réseaux, à ce moment-là, quand ils l'ont créé, ne sont pas des réseaux qui sont routés sur Internet. C'est la fameuse RFC 1918, donc en fait, c'est ces réseaux-là que vous retrouvez à chaque fois sur vos ordinateurs quand vous faites un IP-config. Vous allez obligatoirement trouver une adresse IPv4 dans cette plage-là, parce que du coup, voilà, c'est ces plages-là qui sont réservées en fait au NAT, donc la fameuse combinaison adresse privée, adresse publique. Et donc, comment ça fonctionne maintenant? En fait, vous avez votre ordinateur qui possède une adresse IP privée, qui va pouvoir joindre d'autres machines en interne grâce au commutateur ou au routeur que vous avez sur votre site. Mais quand il va vouloir sortir de votre siège, donc aller vers Internet, obligatoirement, en fait, l'équipement qui se connecte à Internet va en fait remplacer l'IP source par l'IP public attribué au siège. Donc ce sera à chaque fois cet équipement qui va devoir suivre toutes les sessions et qui va savoir à l'instant T, cette session-là, je dois la rediriger sur cet ordinateur. Une autre session avec cette adresse IP publique, elle est avec cet ordinateur, enfin, ce serveur-là. Donc ce sera toujours cet équipement qui va faire le travail du coup, pour permettre la connectivité Internet aux machines internes. Malgré tout, il y a une limitation qui est très importante, même si on s'en rend peu compte parce que tout a été optimisé dans ce sens-là. Et ça oblige en fait à utiliser les protocoles TCP et UDP au niveau de la couche de transport. C'est-à-dire un truc tout bête qu'on oublie, mais si vous avez votre ordinateur ici qui veut faire un ping, donc le ping c'est le protocole ICMP, donc c'est ni du TCP ni du UDP, c'est autre chose en fait. Cet ordinateur-là, il ne peut pas aujourd'hui pinguer ce serveur. Parce que pour pouvoir pinguer un serveur distant, il faut passer par Internet. Ça veut dire qu'il faut avoir une IP publique. Et donc, même si ici j'ai une IP privée, je ne peux pas être source NATée avec l'IP publique parce que je n'utilise pas le protocole TCP/UDP quand je fais un ping. Donc aujourd'hui, en l'état actuel d'Internet, cet ordinateur ne peut pas pinguer cet ordinateur. Voilà. Donc tout ça, ça paraît très logique aujourd'hui, mais c'est vraiment en fait une rustine, la NAT, qui a été créée pour permettre la connectivité TCP/UDP, mais c'est pas le fonctionnement initial d'Internet. C'est-à-dire que les personnes qui ont conçu Internet ne voulaient pas un fonctionnement comme celui-ci. Donc on a contourné en fait les limitations qu'on avait jusqu'à présent. Maintenant, le NAT, ça reste quand même un problème parce que vous avez aujourd'hui beaucoup d'opérateurs qui n'arrivent même plus à faire en fait ce NAT-là. C'est-à-dire quand vous avez, que ce soit en 4G par exemple, avec tous les smartphones et autres, historiquement en 4G, vous aviez du coup des milliers de machines qui avaient une IP privée et qui étaient natées à chaque fois avec des infrastructures côté opérateur. Et ça demande beaucoup de ressources et ça a certaines limitations. De plus, c'est prévu là dans les années qui, enfin, d'ores et déjà, enfin dès maintenant, mais dans les années qui suivent, on va avoir de plus en plus d'objets connectés, que ce soit par l'intermédiaire de la 5G, mais même en 4G, il y en avait déjà beaucoup. Ce qui fait que plus on a d'objets connectés, plus on a besoin de points de connexion. Et malgré tout, si vous mettez, je sais pas, une caméra dans un lieu public, elle va avoir besoin d'un point de connexion. Et ce point de connexion, souvent, malheureusement, il faut quand même mettre en gros un accès à Internet, donc une box,
Donc ça consomme quand même une IP publique. Donc malgré tout, même avec le NAT, aujourd'hui on est très très limité par les IP publics. D'ailleurs, il n'y en a plus de disponibles près de la RIB, ça devient très compliqué d'en acheter, ça coûte de plus en plus cher forcément. Les entreprises qui avaient investi il y a 20 ans se frottent les mains aujourd'hui parce que du coup, elles peuvent les revendre très très cher, mais voilà, on est bloqué sur ce point-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc le NAT est arrivé en 1994, IPv6, la première version d'IPv6 est arrivée en 95. Donc il n'y a pas eu... à une année près, on aurait peut-être évolué un peu plus vite, mais c'est comme ça. Donc qu'est-ce que ça change avec IPv6? En fait, avec IPv6, vous revenez au point de départ, c'est-à-dire comment Internet a été conçu. Chaque machine va avoir sa propre IP. Alors on ne parle pas d'adresse IP publique en IPv6, mais ça a la même signification. On parle d'adresse IP globale. Donc c'est-à-dire qu'une machine peut avoir une ou plusieurs adresses IPv6, et chaque adresse IP est unique sur Internet, comme avait été créé Internet au départ. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, vous avez le mécanisme classique, c'est-à-dire que cette machine-là peut effectuer n'importe quel protocole à destination d'un ordinateur à distance, parce qu'elles ont chacune leur propre adresse. Donc on peut très bien faire, là cette fois, on peut faire un ping entre deux machines, l'une à l'autre bout de la planète. Voilà. Donc là c'était vraiment le petit point pour qu'on resitue le Internet de manière globale, parce que pour moi c'est important de revoir ça avant de partir tout de suite dans IPv6. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas, après on passera à IPv6. Pour faire un ping, il faut que je tape l'adresse là. Alors j'ai volontairement mis des adresses complexes, mais il y a plein de méthodes après. Le but en IPv6, le top c'est de baser sur les noms, comme ça déjà tu n'as plus cette problématique là. Et après, je vais vous montrer tout à l'heure, mais tu as des mécaniques aussi pour déjà simplifier la partie machine et la partie réseau. Mais ça, bon, on va en discuter tout de suite. Si quelqu'un d'autre a une question, n'hésitez pas. A priori, c'est bon. Okay. Donc je reviendrai sur le schéma tout à l'heure, on va partir sur IPv6. Donc IPv6, un petit historique, donc c'est un protocole réseau de couche 3 du modèle OSI. Bon, ça en gros c'est l'équivalent du protocole IPv4. On reste sur la couche réseau au niveau des paquets. Voilà, ça a été développé en 90, mais la première RFC était en 95, ça je l'ai dit tout à l'heure. Et ça fait plus de 20 ans que c'est présent dans vos systèmes d'exploitation. C'est-à-dire que même Windows XP, après une mise à jour, pas nativement, mais est compatible IPv6. Donc c'est pour vous dire que ça fait vraiment très très longtemps que c'est en place et opérationnel, et malgré tout, on l'utilise encore très peu, même si, et ça on va en discuter aussi tout à l'heure, vous l'utilisez très très régulièrement, sans vous en rendre compte en fait. Pour l'anecdote, vous l'utilisez même tous, parce que, ou quasiment, si vous avez tous un compteur Linky à la maison, en fait le compteur Linky, quand ils ont voulu les connecter, plutôt qu'utiliser IPv4 où ça allait être très complexe, ils se sont dit mais attends, on a un protocole qui fait le job et très bien. En fait, chaque compteur a sa propre adresse IPv6, tout simplement. Et du coup, pour eux, au niveau référencement, c'est très simple. Un client, une adresse IPv6. Voilà. Donc, il est prévu pour fonctionner en dual stack. Alors, ça, je vais en parler quand même maintenant. Le dual stack, c'est quoi? On a vu tout à l'heure les deux schémas. Donc IPv4 et IPv6. Mais en réalité, à l'instant T, cette machine qui est ici, donc là, elle peut être connectée sur les deux mondes à la fois. Alors, IPv4 et IPv6, tout de suite, attention, je vous arrête si jamais, en fait, c'est complètement indépendant, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire c'est pas une mise à jour d'IPv4, il n'y a pas de translation entre les deux, il n'y a pas de, ils sont pas liés. Ils sont complètement différents. C'est-à-dire quand vous êtes connecté en IPv6, vous êtes connecté sur le monde Internet IPv6. Quand vous êtes connecté en IPv4, vous êtes connecté sur un autre monde Internet IPv4. Ce qui fait qu'une machine, à l'instant T, sur sa carte réseau, quand elle est dual stack, ça veut dire qu'elle peut être connectée aux deux mondes en même temps. Mais si vous avez une configuration IPv4, par exemple, vous avez mis une adresse IP statique dans la carte réseau ou peu importe, vous modifiez ça ne provoquera aucun souci sur la partie IPv6 parce que les deux sont pas liés du tout. Alors, vous pouvez avoir une configuration fixe en IPv4, classique, Slack en IPv6, on en parlera tout à l'heure, mais les deux sont pas mélangés, vous n'allez pas impacter l'un ou l'autre, ils sont vraiment indépendants. Alors ça c'est important de le retenir parce que même pour votre configuration, on commence à se déployer sur un réseau, bah ça a son sens, c'est très important. Voilà.
Et donc, quand fonctionne en dual stack, donc ça veut dire que votre ordinateur, à l'instant T, il peut être connecté sur les deux mondes en même temps. Qu'est-ce qui fait qu'il va choisir l'un ou l'autre? Sur les OS modernes, que ce soit Android, iOS, Windows, macOS, etc., quand l'ordinateur a double connectivité, il va utiliser prioritairement IPv6. Et si un service n'est pas accessible en IPv6, dans ce cas-là, il va utiliser IPv4. Voilà. Donc, on passe à pourquoi IPv6. Alors, pardon, je ne me suis pas mis en... Voilà. Hop. Alors déjà, pourquoi IPv6? Bon, comme on l'a dit tout à l'heure, la raison numéro 1, c'est vraiment le nombre d'adresses disponibles. En IPv6, voilà, il y a plus d'adresses disponibles que de grains de sable sur Terre, donc on a vu large volontairement. Et c'est vraiment la raison numéro 1, parce qu'on est bloqué en IPv4 aujourd'hui. Malgré tout, on s'est servi de cette bascule vers un autre protocole pour améliorer certaines choses. On va en discuter tout à l'heure. Donc l'IPv6 fait disparaître la notion de NAT. Donc la fameuse rustine qui a été mise en place en 1994, qui est pour nous logique et standard, alors qu'en fait ça ne devrait pas être le cas, disparaît complètement. En IPv6, vous avez chaque équipement a sa propre adresse routée globalement. Le routage devient plus efficace, donc ça c'est un peu plus technique, mais vu qu'en gros on redistribue les adresses dans le monde entier, on a pu faire les choses de manière beaucoup plus logique que ça avait été fait auparavant, ce qui fait que les tables des routeurs des opérateurs sont beaucoup plus allégées parce que le routage est mieux optimisé en quelque sorte. Un des gros problèmes d'IPv4, c'était la fragmentation des paquets. C'est en gros quand vous faites transiter un paquet sur le réseau, mais qu'il est trop gros par rapport au dimensionnement de votre réseau, ben, ça va être les routeurs intermédiaires vont le découper pour ensuite le renvoyer. Il y a beaucoup d'attaques au niveau sécurité là-dessus, où des attaquants des fois forcent à envoyer des paquets trop gros pour saturer le CPU d'un routeur par exemple. Voilà. Donc en IPv6, on a prévu un mécanisme en fait, où quand le paquet est trop gros, bah, ça prévient, vu qu'on peut joindre n'importe quelle machine qui a sa propre adresse, si votre paquet traverse plusieurs routeurs et qu'il traverse un routeur qui ne peut pas le faire transiter parce que c'est trop gros pour lui, votre routeur il a connaissance de l'adresse de la machine qui a émis, parce que du coup il n'y a pas de NAT. Et donc du coup il va envoyer un message en fait à la machine qui a émis le paquet en disant attention ton paquet est trop gros, est-ce que tu peux le réduire? Et donc ça va être un travail au niveau de l'ordinateur qui va fragmenter, mais pas au niveau des routeurs. Voilà. Donc on a optimisé ce point là aussi. Bon, l'entête, ça un peu technique. Voilà. Autoconfiguration. Alors ça, on va avoir un ou plusieurs slides dessus. Un des problèmes d'IPv4, c'est qu'en réalité, on est quasiment obligé d'avoir un serveur DHCP sur le réseau pour que vos machines puissent accéder à Internet, puissent communiquer entre elles, etc. En IPv6, on a mis en place de l'autoconfiguration, où c'est chaque machine qui va se créer son adresse. Et quand elle va se créer son adresse, elle va vérifier que cette adresse IP n'est pas déjà utilisée. Et en même temps, elle va apprendre son routeur, son serveur DNS, etc. Et sans avoir besoin de serveur DHCP. Même si le serveur DHCP reste disponible en IPv6, mais c'est que pour certains besoins très spécifiques. Chaque machine va donc se créer sa propre adresse, mais depuis quelques années maintenant, ça va faire 5 ans à peu près, il y a ce qu'on appelle les privacy extensions, c'est-à-dire que votre machine va se construire plusieurs adresses IPv6, une fixe et une temporaire, et ce sera la temporaire qui sera utilisée quand vous allez surfer sur Internet. Ce qui fait que quand vous allez sur un site, par exemple, s'il veut traquer votre adresse IP, bah, une demi-heure plus tard, elle n'est plus utilisée. Voilà. Ça, c'est un des mécanismes qui existe en IPv6. Pareil, en IPv6, on a profité du coup de changement de protocole pour optimiser tout ça. On a supprimé le broadcast. Alors le broadcast, c'est en gros, c'est un flux qui quand est envoyé sur le réseau, il va être distribué à toutes les machines de votre réseau, en fait, de votre domaine de diffusion. Ce qui est très pénalisant. C'est-à-dire aujourd'hui en IPv4, quand vous avez deux PC qui veulent se pinguer, le PC A veut joindre le PC B, il va chercher la MAC du PC B pour pouvoir envoyer sa trame. Et donc en fait, il va broadcaster sur le réseau, il va demander à tout le monde, donc si vous avez 200 ordinateurs sur le VLAN, les 200 ordinateurs vont recevoir la demande, qui a cette adresse IP là. Et donc sur 200 machines, il n'y en a qu'une qui va répondre, celle qui a vraiment l'adresse IP. Donc au niveau réseau, c'est très pollué pour pas grand chose en fait. Donc en IPv6, on a remplacé tout ça, ça n'existe plus le broadcast, en fait on fait du multicast. Et ça permet donc d'optimiser et de faire en sorte que le PCA qui veut joindre le PCB
même quand il aura besoin de connaître son adresse MAC, en réalité, il n'y a que le PCB qui va recevoir la demande. Ça, c'est un peu plus spécifique le multicast. Si jamais on a un peu de temps ou si vous avez des questions dessus, je pourrais aborder ça aussi en 5 minutes tout à l'heure. La taille des paquets aussi. Donc en IPv4, on est limité à 64 kilooctets, ce qui est déjà très gros. En IPv6, on pourrait aller jusqu'à 4 gigaoctets par paquet. Ça paraît énorme aujourd'hui, mais IPv6 a été créé pour être disponible encore dans 20 ans. Donc les usages vont évoluer, déjà les liens opérateurs ont bien évolué aujourd'hui, donc voilà. C'est possible. On va passer quand même aux inconvénients, parce que c'est vrai qu'il y en a quelques-uns en IPv6. C'est pour ça que du coup c'est toujours pas complètement en place aujourd'hui. C'est vrai que les adresses sont beaucoup plus longues. Donc un des premiers points qu'on me dit quand je parle d'IPv6, c'est que c'est assez complexe. Bon, l'adresse IP que je connaissais par cœur de ma machine, là ça devient un peu plus compliqué. Il y a des méthodes quand même pour retenir plus facilement les adresses et autres, on va en discuter tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est moins évident. L'interopérabilité moins mature. En fait, bon, c'est plus vraiment le cas aujourd'hui, il faudrait peut-être que je le supprime ça, mais au tout départ, quand les opérateurs se rendaient compatibles d'IPv6, ils bâclaient un peu le travail qu'ils ont à faire pour les flux entre les opérateurs, ce qui vous permet par exemple, je fais un petit aparté, mais quand vous regardez Disney Plus à la maison, vous avez votre opérateur qui est peut-être par exemple Orange, et quand vous allez sur Disney Plus, en réalité, Disney Plus est hébergé chez un opérateur. Et donc il faut que le trafic entre votre opérateur et l'opérateur qui héberge Disney Plus ne soit pas saturé pour que votre qualité de vie, que votre film fonctionne bien, etc. Donc en IPv4, ça fait très longtemps que c'est en place, donc c'était très optimisé cette gestion de dimensionnement entre les opérateurs pour éviter saturation de flux. Un des problèmes, c'était qu'au tout départ, certains fournisseurs d'accès à Internet, ils ont bâclé un peu le travail en disant voilà, je suis compatible IPv6, mais en réalité, ils n'utilisaient pas les mêmes optimisations entre opérateurs, ce qui fait que pendant quelques temps, même si c'est quasiment plus le cas, c'est même l'inverse aujourd'hui, quand on était en IPv6, on avait un service un peu dégradé, et des fois sur les forums, on tombait ah oui, j'ai vu, pour que YouTube ça marche mieux, il faut que tu décoches IPv6 sur l'ordinateur. Ce qui n'a pas aidé du coup IPv6, mais ça n'a rien à voir avec le protocole IPv6 en tant que tel, c'était juste un problème d'architecture côté opérateur. Donc un des inconvénients de IPv6, c'est quand même ça aussi, il y a très peu de gens formés. Ce qui n'aide pas le principe, parce que moins vous êtes formé, moins vous avez envie de vous y mettre, et du coup, ça aide pas en fait le déploiement d'IPv6. Donc ça reste un inconvénient. C'est difficile pour certains de sortir du NAT. Ça aussi, on va reprendre le schéma tout à l'heure et on va en discuter. Mais souvent, ce que j'entends quand je parle d'IPv6, c'est oui, mais attends, il y a du NAT, donc mes machines, elles sont un peu sécurisées, elles sont cachées derrière une adresse IP, t'imagines, elles sont pas exposées à Internet. Donc c'est mieux qu'IPv6. Alors, c'est complètement faux. Le NAT, déjà, ça vous protège pas complètement parce qu'il y a toujours une table de session qui est maintenue par le routeur. Donc, on pourrait usurper un trafic, l'envoyer sur votre routeur et faire en sorte qu'il arrive quand même sur votre machine derrière. Ça, c'est le premier point. Mais surtout, c'est pas parce que vous êtes en IP global, donc en IP routé sur Internet, que le trafic ne traverse pas les mêmes équipements. C'est-à-dire que si vous avez un routeur, si vous avez un firewall, etc., que ce soit en IPv4 ou en IPv6, vous allez quand même, le trafic va quand même traverser ces éléments-là avant d'arriver jusqu'à votre machine. Donc en réalité, sur votre firewall, il suffit de faire une règle toute simple qui dit, voilà, tout trafic initié de l'extérieur, donc en source IP v6, qui n'est pas un réseau interne, donc un trafic qui provient d'Internet, quand il est à destination d'une de mes machines, je drop. Voilà, tout simplement, je bloque le paquet. Et en faisant une seule règle de firewall, qui est la règle par défaut sur tous les firewalls qui sont compatibles IPv6, vous avez tout le trafic qui vient d'Internet, même si la destination de votre adresse IP globale sur votre ordinateur, il sera déjà bloqué par le firewall, comme c'est le cas aujourd'hui avec vos firewalls que vous avez en place. Donc c'est pas parce qu'il n'y a plus de NAT que vous perdez en sécurité. C'est même pour moi l'inverse, parce qu'au moins vous avez la maîtrise complète. C'est-à-dire vous pouvez vraiment autoriser que ce que vous souhaitez. Là où avec le NAT, il y a quand même certains flux qui sont du coup autorisés, etc. Tout n'est pas 100% compatible, donc pareil, c'est de moins en moins vrai. Mais pour l'anecdote, Android, donc vos smartphones Android, ne sont pas compatibles avec le protocole DHCP v6. Donc là, c'était en 2019, mais c'est toujours le cas en 2021. Tout simplement, en fait, j'ai commencé à en parler tout à l'heure, mais parce que DHCP v6, c'est plus obligatoire maintenant. C'est vraiment que pour certains besoins spécifiques. Et donc, ils n'ont même pas pris la peine de le mettre en place côté Android parce qu'ils n'en ressentent pas le besoin. Voilà. Donc la partie tout n'est pas 100% compatible, c'est surtout par rapport aussi à vos firewalls
ou à vos applicatifs, etc. S'il y a certains codes, des fois, qui sont un peu en dur avec des adresses IPv4 et pas basés sur du nom de domaine ou autre, on peut avoir certains effets de bord en utilisant l'IPv6. Mais globalement, c'est de moins en moins vrai. De toute façon, tout nouveau développement aujourd'hui est fait pour être compatible IPv6. C'est demandé de partout. Donc voilà. Hop. Alors, en tête, ça fait un peu. Bon, l'entête IPv6, rapidement, c'est juste la source et la destination qui est importante. Quand on envoie un paquet sur le réseau, c'était pareil en IPv4. Il y a une inscription de l'adresse IP source et l'adresse IP de destination, ce qui fait que quand ça transite sur Internet, ben, on sait toujours d'où provient le paquet parce qu'on a la source et à quelle destination il veut aller. Bon, ça c'est pareil. En IPv6, en gros, l'entête elle est un peu plus grosse parce que les adresses sont plus grosses et il y a eu quelques optimisations, mais ça c'est vraiment très technique. On en parlera dans une autre formation. Donc la représentation... Oui. Thomas de Monaco Digital, j'ai une petite question par rapport aux entêtes et par rapport aux communications. Est-ce que tu as toujours ce système-là justement d'un envoi de paquet SYN et d'un retour SYN-ACK sur les trams réseau? Ah, en fait, tout à fait, parce que en gros, IPv6, on change le fonctionnement au niveau IP, donc au niveau de la couche 3. Toi, quand tu dis SYN, SYN-ACK, en fait, là, tu parles de la couche TCP, donc la couche au-dessus. Ouais. Et cette couche-là, tout le mécanisme que vous avez aujourd'hui, il est identique, en fait. On change rien. C'est la couche en dessous qui change. Donc vous avez toujours cet état de session qui est maintenu, etc. Vraiment, en gros, IPv6 permet de faire d'autres protocoles, mais si vous utilisez quand même UDP, TCP, bah vous avez les mêmes mécanismes qu'avant. En fait, dans l'entête TCP, il y a juste un petit champ qui va être modifié, c'est le champ qui permet de définir la couche qui est en dessous. Et en gros, il y a marqué IP version 6 au lieu d'IP version 4, mais sinon c'est tout. C'est la même chose, quoi. Ça marche, merci. Donc l'IPv6, comment c'est représenté? Alors, une adresse IPv6, c'est sur 128 bits, donc on était à 32 en IPv4. Cette fois, ils ne sont pas représentés en décimale, sinon ça serait beaucoup trop long, mais en hexadécimal. Donc en hexadécimal, un caractère hexadécimal, en fait, ça correspond à 4 bits, parce que vous avez 16 possibilités. En fait, on va de 0 à 15, donc de 0 à 9, et ensuite A, B, C, D, E, F. Comme une adresse MAC d'ailleurs. L'adresse MAC c'est aussi au format hexadécimal, donc c'est pour ça que vous reconnaissez peut-être le format hexadécimal. Et donc vous avez un caractère qui correspond à 4 bits et un mot. Donc un mot, c'est donc ce qui est séparé par les deux points. C'est du coup 16 bits, parce que du coup il y a 4 caractères par mot. Donc vous avez 8 mots, 8 x 16, 128, c'est un peu barbare. Et ces 8 mots-là vont définir complètement l'adresse IPv6. Mince. J'ai zappé, j'ai pas fait exprès, excusez-moi. Donc, la notation, en fait, donc on a cette partie-là. Excusez-moi, je me suis un peu perdu. Voilà. On peut simplifier cette représentation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez des zéros dans une adresse IPv6, en fait, tous les zéros que vous avez avant un mot peuvent être complètement réduits. C'est-à-dire que l'adresse qu'on voit ici, les trois adresses... Non, j'ai encore appuyé. Les 3 adresses que vous voyez sur l'écran, en fait, elles sont identiques. Elles sont juste écrites sous format simplifié. Donc l'adresse que vous avez tout en bas, ici, je sais pas si on voit, c'est la même chose que les deux autres en fait. Mais en réalité, l'adresse réelle IPv6 c'est celle-ci, et quand vous la pingez avec Windows, Windows automatiquement il va vous afficher ça. Pourquoi? En gros, vous pouvez, quand vous avez une suite de mots qui sont à 0, comme on voit sur les mots 5 et 6 ici, on peut les remplacer par 2 fois 2 points. Mais le 2 fois 2 points, on le peut mettre qu'à un seul endroit, parce que sinon on ne pourra pas savoir en fait à quel endroit on a simplifié. Ensuite, donc là les 2 fois 2 points, on les voit ici. Donc c'est bien entre le 1 et le C. Donc le 1 qu'on voyait ici et le C qu'on voyait là. On l'a remplacé par 2 fois 2 points. Donc ça veut dire qu'entre la fin du mot ici et le mot suivant, il n'y a que des zéros. Également, on avait, dans l'exemple, il n'y avait que ça du coup. Non, il n'y avait que ça. Le triple 01 qui a été réduit aussi. Voilà, le triple, exactement, merci. Donc le triple 01 ici, pareil, on peut le réduire en fait. Les zéros qui y a avant, on n'est pas obligé de les afficher. On peut simplement écrire 2.1. Si on écrit 2.1, ça veut forcément dire qu'avant le 1, vu qu'il y a 4 caractères par mot, et donc le mot 1, là le 1, il est tout seul dans le mot, ça veut dire qu'il y avait bien 3 caractères 0 avant. Voilà. C'est vrai que l'adresse elle est affichée est beaucoup moins longue que celle qui est réelle. Voilà. Donc ça c'est la partie un peu pas évidente au départ en IPv6, c'est vrai que c'est un peu perturbant. Après, moi je vous conseille de travailler en nom en IPv6, enfin maintenant avec le DNS etc. c'est fait pour.
Comme ça, vous n'avez pas cette problématique-là. Mais c'est important quand même de savoir comment c'est représenté et comment ça se simplifie. Et là, on passe à la suite. Pour moi, c'est une des parties les plus intéressantes de la représentation des adresses. En IPv4, c'était très compliqué. Alors, je ne sais pas si j'ai... Prendre le schéma ici. Donc en IPv4, vous avez ces réseaux privés. Et c'est quand même complexe de savoir à l'instant T dans quel de définir la partie réseau et la partie machine de l'adresse en fait que vous avez. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le masque en fait, et ici on a un 10.0/8, mais ce masque-là, il pourrait être en /12, en /16, et en fonction du masque, vous allez avoir une adresse de réseau qui diffère. Ce qui fait que pour vous, à chaque fois, c'est assez complexe de savoir si deux machines sont dans le même réseau. Par exemple, avec un 10.0.0.0/8, si j'ai une machine en 10.2.1.3 et une machine en 10.3.4.2, elles sont dans le même réseau. Mais si c'était un /16, elles ne seraient pas dans le même réseau. Enfin bref, ça amène une complexité qui disparaît complètement en IPv6. Il n'y a pas cette notion de masque qui change en fonction de la configuration que vous avez fait sur votre site. En IPv6, c'est beaucoup plus simple que ça. En gros, vous avez tout simplement les 64 bits de gauche qui sont l'adresse réseau et les 64 bits de droite qui est l'adresse machine. Et ce sera toujours comme ça. Donc c'est-à-dire que quand vous voulez savoir si deux machines sont sur le même réseau, vous avez juste à regarder la première moitié de l'adresse. Si les premières moitiés de l'adresse sont identiques, vous êtes dans le même réseau, tout simplement. Donc finalement, ça permet, c'est beaucoup plus simple après à l'utilisation, parce que du coup, définir un réseau, c'est très simple et très basique. Du coup, comment ça se passe quand c'est de l'auto-configuration? Lui, il sait qu'il est sur le même réseau, il va attribuer la première moitié de l'adresse identique. Là, si on a nos trois machines qui sont en IPv6, ça va avoir leur premier bloc qui est identique sur les trois machines. C'est ça, en fait, on va... Qui contrôle ça? Exactement. Alors, en gros, pour l'autoconfiguration, la machine va s'autoconfigurer, mais elle a quand même besoin d'aller récupérer les éléments, et après, elle va s'autoconfigurer. En fait, l'élément le plus important qu'elle va récupérer, c'est le fameux préfixe. En fait, le préfixe, c'est le réseau, le /64. Et c'est qui fournit le préfixe? C'est le routeur? Ce sera le routeur du réseau qui va fournir le préfixe aux machines. Mais il ne va pas leur fournir l'adresse, il va leur fournir le préfixe. Donc, elles vont connaître, du coup, la moitié d'adresse, donc les 64 bits de gauche, et elles n'ont plus qu'à se générer aléatoirement, de manière statique, enfin peu importe, les 64 bits de droite. C'est tout. Et c'est aussi simple que ça. C'est ça qu'on voit dans nos routeurs perso, qu'on voit préfixe IPv6. Exactement. Vous, à la maison, sur vos smartphones, en fait, vous utilisez IPv6 parce que maintenant c'est compatible de partout. En 4G encore plus, ça arrivait bien plus tôt d'ailleurs que sur le fixe parce que c'était nécessaire. Mais du coup, ça fonctionne comme ça. Mais c'est pas nous qui définissons les préfixes. Exactement. En fait, c'est ce que je crois que... Alors, je vais me remettre ici en diapo, je vais vous dire. Voilà, en fait, quand en IP version 4, le fournisseur d'accès Internet fournissait une IP publique, en fait, l'équivalent en IPv6, c'est on fournit un préfixe, un ou plusieurs préfixes. En fait, si votre opérateur vous fournit un /64, vous avez du coup qu'un seul réseau possible. Vous avez un réseau pour la maison, tout simplement. Mais par exemple, pour une entreprise, vous avez peut-être besoin de plus qu'un réseau. Vous avez des VLAN, vous segmentez vos réseaux, etc. Dans ce cas-là, on va avoir besoin d'autant de /64 que de VLAN que vous avez. Et en fait, vous faites une demande à l'opérateur. Et vous avez, généralement, même pour vous dire, là je le dis en dessous, les box internet que vous avez à la maison, Orange par exemple, il fournit un /56. Donc Freebox c'est un /61, Bouygues un /60, etc. Donc c'est à dire que même les fournisseurs d'accès internet, pour vous à la maison, ils vous fournissent plus que ce qui est nécessaire. D'accord. Ils ont déjà prévu l'éventualité que dans le futur, ça... Exactement. En fait, il y a tellement de marge en IPv6 que du coup, ils préfèrent partir un peu gros et être tranquille. Voilà. Donc comment justement on représente ça? Vu qu'on a dit qu'un réseau, c'était les 64 bits. Si votre opérateur, il vous fournit un /56, comme je viens de vous dire, en réalité, comment savoir combien de réseaux je peux faire avec ce /56? C'est très très simple. Vous prenez 64, vous soustrayez 56, et là on voit qu'on a 8 bits. Et donc, 2 puissance 8, ça fait 256. En gros, vous pouvez faire... 256 réseaux possibles. Exactement. Vous pouvez faire 256 VLAN avec un /56. Donc c'est déjà pas mal. Voilà. Et donc, comment est-ce que cette notion justement d'avoir plusieurs sous-réseaux, comment est-ce que comment est-ce qu'on va dire
tel PC doit être sur ce VLAN, tel PC doit être sur ce VLAN. Comment est-ce qu'il va attribuer le bon préfixe qui correspond au bon VLAN? En fait, ça va être comme tu es aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, ton PC il va être dans le VLAN 10. Oui. Dans ce cas-là, il fait une requête DHCP qui arrive sur le VLAN 10. Tu as une interface d'un routeur ou d'un firewall ou d'un serveur DHCP dans ce réseau-là qui va lui donner son adresse en fonction du réseau où il arrive. Bon, en IPv6, c'est pareil. Vu que tu vas le mettre dans le VLAN 10, dans le VLAN 10, ça va arriver sur un équipement compatible IPv6 qui va diffuser un préfixe. Et en fait, il va diffuser le préfixe pour le VLAN 10, en l'occurrence. Voilà. Mais par contre, il faut que nos logiciels ils soient compatibles. Si notre logiciel il reconnaît la machine, par exemple mon Calicil, avec l'adresse IP, V4, tu veux dire? IPv4, avec l'adresse IPv4, il faut que ce soit compatible IPv6. C'est ça, il faut qu'ils sachent le... Alors, des fois, naturellement, la plupart des logiciels sont compatibles. En fait, ils s'appuient au niveau du réseau, ils s'appuient pas forcément sur l'adresse directement. Ils s'appuient sur l'accès à la machine. Donc là, ça, il faut le tester. Il faut questionner l'opérateur, enfin l'éditeur, et il faut le tester. Donc voilà, ce qui est important dans cette diapo, c'est que les 60... Donc là, la moitié de l'adresse à gauche, c'est le réseau. La moitié de l'adresse à droite, c'est ce qu'a généré votre machine pour avoir son adresse IP unique. Tout simplement. Pour l'attribution d'adresse réseau, c'est comme un peu les adresses MAC, c'est-à-dire que ça va de gauche à droite. Le début, c'est pour le monde, la France, les États-Unis, puis ou un fournisseur. Et alors, est-ce qu'on la dispose, c'est complètement à droite ou il y a une logique? Alors, du coup, la partie opérateur, ça va être modifié que sur la partie de gauche, les 64 bits de gauche, du coup, potentiellement. Jamais à droite, parce que du coup, ça se sera pour les machines. Et sur les 64 bits de gauche, en fait, du coup, chaque opérateur a reçu un préfixe très bas. Pour l'anecdote, Bouygues Télécom, ils ont un /29. Et donc, c'est une adresse qui commence par 2001, 2.869 de mémoire. Et du coup, c'est-à-dire que quand vous êtes chez Bouygues Télécom en IPv6, votre adresse, elle commence toujours par ça. Et après, bien sûr, il y a les... voilà, okay. Donc, chaque opérateur s'est lui attribuer en fait un préfixe plus faible qu'un /64, bien sûr, pour pouvoir, eux, faire autant de réseaux qu'ils avaient besoin. Sachant que ça me fait penser à quelque chose, en IPv6, en fait, vous avez le droit en tant qu'entreprise de demander un préfixe, un provider independent, ou gratuitement, vous pouvez demander un /48. Donc un /48, ça permet déjà de faire beaucoup de réseaux. Oui. Et donc chaque réseau peut avoir énormément de machines, etc. Et ce préfixe-là, pour moi, c'est très utile au moins de faire la demande, parce que si une fois qu'il vous appartient, ce préfixe, en fait, peu importe l'opérateur sur lequel vous allez souscrire, si vous prenez du SFR, du Orange, peu importe, vu que vous avez ce préfixe-là, l'opérateur va vous le router jusqu'à votre site. Et ce qui fait que si un jour vous changez d'opérateur, votre préfixe ne change jamais. Voilà. Voilà. Malgré tout, on va discuter pour la fameuse partie des adresses qui changent en fonction de l'opérateur. Il y avait il y a quelque chose qui a été mis en place côté IPv6, parce que là, pour l'instant, on a parlé que d'IPv6 au sens large et au sens adresse globale. Mais en fait, il y a différents types d'adresses en IPv6. C'est ce qu'on voit. Si je fais un ipconfig ici, on voit d'ailleurs que je mets toutes mes cartes réseau, même sur la carte réseau de BioSTRM, sur laquelle je suis connecté en Wi-Fi, j'ai l'adresse IPv6. Ça, on va en discuter aussi tout à l'heure. C'est moi qui te l'ai donné. Donc en IPv6, on a trois catégories, excusez-moi, c'est les types tout à l'heure. On a les adresses unicast. Alors, c'est un nom un peu barbare, mais unicast, c'est tout simplement une adresse qui désigne une machine. Voilà. Donc quand vous avez le PCA qui ping le PCB, en fait, il se sert de l'adresse unicast du PCB, enfin de l'adresse unique de la machine, tout simplement. Donc, une adresse unicast, ça désigne une machine, il y a une partie réseau, donc le fameux préfixe, et une partie hot, donc le suffixe. Voilà. Ce qu'on voit ici, le FE80, là, le premier exemple que, je sais pas si ça y est, ça a apparu, que j'ai ici, ça c'est une adresse donc link locale, on va en parler tout à l'heure. Et donc vous voyez, là sur ce qu'on voit là, on a l'impression, mais en fait il y a autant de bits à gauche qu'à droite. Alors, ce qui est en violet c'est la partie réseau, et ce qui est en bleu c'est la partie hot. Mais en fait il y en a autant de chaque côté. C'est juste que j'ai mis 2 fois 2 points. Donc en fait vous avez FE80, 0000, etc. jusqu'à avoir les 64 bits de gauche. Et la partie machine, c'est ce qui est en bleu, c'est les 64 bits de droite. Voilà. Donc là, en fait, en unicast, ça désigne une machine et il y a plusieurs types que dans l'exemple. On voit le type, du coup, FE80, ça c'est le link local. 2 à 0,1, ça commence par 2, donc c'est du global. Voilà. Rien n'empêche, quand vous avez votre carte réseau... FE80, c'est l'unicast du local, comme on avait du 10.0 pour du... Alors c'est on parle plus de NAT, je suis d'accord. Alors c'est pas exactement ça, c'est le link local.
En IPv4, c'est l'équivalent du 169.254. La pipa. Voilà, c'est l'adresse quand t'as pas de... D'accord. Mais c'est beaucoup plus utilisé en IPv6 qu'en IPv4. D'accord. Mais on le voit juste après en fait. Là, on est sur les catégories, tout à l'heure, on va voir les types. Voilà. Accélérer un peu. Donc, on a les adresses multicast. Donc, ça, pareil, c'est très utilisé en IPv6. Donc, si jamais on a un peu de temps, je ferai un petit focus là-dessus si ça vous intéresse. Et on a les adresses Anycast. Donc Anycast, c'est aussi utilisé en IPv4. C'est un fonctionnement qui est différent. C'est-à-dire que c'est une adresse qui va être portée par plusieurs équipements, mais qui va être, comment dire, votre machine, quand elle veut joindre une adresse Unicast, elle va joindre le premier équipement qui répond sur cette adresse Unicast. Vous pouvez avoir, par exemple, c'est le cas chez Free, avec le site mafreebox.freebox.fr. En réalité, pour eux, c'est une adresse Anycast. Quand vous êtes à la maison et que vous essayez de joindre cette adresse IP qui est derrière ce nom de domaine, quand ça traverse votre Freebox, automatiquement, votre Freebox porte cette adresse et elle vous répond. Et du coup, ce qui fait que quand vous allez sur cette URL-là, quand vous êtes à la maison, vous allez sur votre box de la maison et pas sur la box du voisin. Voilà. Ça, c'est pour l'Anycast. Voilà, donc les adresses Unicast, il y a plusieurs types. Bon, la fameuse loopback, donc le 2.2.1, le lien local, donc c'est ce que disait tout à l'heure Jérôme, en fait, c'est donc c'est l'adresse IP que votre machine, quand elle est compatible IPv6, elle va se générer toute seule, automatiquement, dans tous les cas. Si vous avez coché le protocole IPv6 sur votre carte réseau, automatiquement, en fait, on va se générer une adresse là, dans ce réseau-là. Le lien local, ça permet, comme son nom l'indique... Oui. Bon, à quoi ça sert? Parce qu'on a toute la théorie d'IPv6, c'est que chaque machine a une adresse unique sur le réseau. Je ne comprends pas trop l'intérêt d'un lien local. Alors, justement, en fait, le lien local, ça permet de joindre n'importe qui sur votre réseau uniquement. Par exemple, votre passerelle, pour sortir du réseau, etc. Pourquoi? Parce qu'en gros, on n'a pas besoin de mettre une IP globale de partout, en fait. C'est-à-dire que vous, votre routeur qui est sur... C'est ça qui est difficile à appréhender au départ, mais quand vous avez votre routeur sur le VLAN, il n'a pas besoin d'avoir une IP globale sur l'interface VLAN, tout simplement. Il peut avoir juste un NIC local. Tout ce qu'il faut, c'est que vos machines connectées sur le réseau, comme passerelle, elles puissent joindre le routeur. Voilà. Donc le lien local, c'est pareil en IPv4. Les fameuses adresses en 169.254, même si c'était très peu utilisé dans ce réseau-là. Quand vous branchez deux PC sur un réseau, si vous n'avez pas de serveur DHCP, si vous n'avez rien, juste deux PC branchés entre eux, ou sur un switch, sans routeur, sans rien, vos machines, elles vont s'auto-configurer une adresse en 169.254, et en fait, vous pouvez vous pinguer. Voilà. En IPv6, c'est la même chose, sauf qu'en IPv6, c'est utilisé. En IPv4, on s'en servait jamais. Quoi. Je répète, mais je ne vois pas trop comment ça peut être utilisé. C'est un lien local, puisqu'il n'y a pas de NAT, donc tu ne peux plus aller sur Internet avec ce lien local. Non, mais par exemple, si on va prendre le cas, si par exemple on a un automate qui doit communiquer avec une machine, mais sur un VLAN distinct, qui ne passe par aucun routeur, et admettons que la machine qui communique avec l'automate, elle a une autre carte réseau qui, elle, communique avec Internet. Et bien, cette adresse FE80 pourrait servir à l'automate et à la machine pour discuter entre elles sans avoir aucune sortie Internet. Voilà, et par contre, ce que tu dis, alors je ne sais pas qui c'était, pardon, j'ai pas vu le... C'est Damien. Damien, en fait, c'est une très bonne remarque, et c'est là où on va l'aborder tout à l'heure, mais en fait, en IPv6, vous n'avez pas une adresse. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez une multitude d'adresses sur la carte réseau. Et alors là, dans ce que je montre ici, vu que il n'y a pas de compatibilité IPv6 ici, j'ai que l'adresse que j'ai créée tout seul. Mais si il y avait une connectivité Internet IPv6 là sur le STRL, en fait, j'aurais toujours cette adresse IP link local, mais en plus, j'aurai une adresse IP globale. Il y a plusieurs adresses en fait. Et même, ça va encore plus loin, vous avez plusieurs adresses IP globales, comme je disais tout à l'heure, pour éviter le tracking. En gros, votre ordinateur, il va générer une adresse temporaire et une adresse définitive, entre guillemets. Et ce sera l'adresse temporaire qui sera utilisée quand vous surfez sur Internet. Ce qui fait que la personne distante, elle vous voit qu'une adresse qui est éphémère, quoi. Ça, on va en discuter rapidement tout à l'heure aussi. Mais donc, ce que tu disais, Damien, c'est qu'en gros, quand on va sur Internet, on ne va pas utiliser celle-là. On va en fait utiliser l'adresse IP globale qu'on a aussi. Et quand on reste sur le domaine de diffusion, sur le VLAN, on peut utiliser celle-là. Voilà, tout simplement. Mais à un instant T, votre carte réseau va avoir plusieurs adresses IPv6 sur la carte réseau. Voilà. J'ai une petite question, oui. Adrien de Gabel. Vous avez dit que les adresses IP en FE80 IPv6, c'était des adresses autoconfiguration.
Mais dans l'exemple qui a été fait tout à l'heure avec le PC qui discute avec son automate, on est sûr que cette adresse IP d'autoconfiguration est toujours la même après un reboot de la machine? Oui, parce qu'en fait, la FE80, elle se base pour construire l'adresse. C'est le I64. Je pense pas l'aborder aujourd'hui, mais dans la formation, une autre formation, peut-être qu'on le verra. En gros, elle se construit son adresse link locale par rapport à sa MAC adresse, en fait. Il y a un espèce d'algorithme qui est fait entre la MAC adresse et du coup, en gros, on aura le FE80 avec une partie de l'adresse MAC, etc. dans l'adresse. Donc, ce qui fait que chaque machine aura une adresse unique qui sera pérenne, quoi. Il y a pas de... Ok. La FE80 ne change pas. La seule adresse qui va évoluer, c'est l'adresse IP temporaire globale, Ok, merci. qui, elle, sera susceptible de changer au cours du temps. Donc les adresses globales, c'est tout simplement une adresse IPv6 qui commence soit par 2, soit par 3. C'est aussi simple que ça. Pour repérer une adresse qui est routée publiquement, elle commence par 2 ou par 3, c'est tout. Pas plus compliqué que ça. Donc ça, c'est routé sans restriction, c'est-à-dire que quand votre machine se crée une adresse là-dedans, elle peut accéder à Internet complètement grâce à cette adresse-là, et on peut la joindre à destination de cette adresse-là, sous réserve bien sûr que les équipements au-dessus autorisent ce trafic. Voilà. Il n'y a pas de... Niveau sécurité, ça ne change rien. Mais, voilà. Et donc le troisième point, c'est les adresses ULA, unique local adresse. C'est ça, Jérôme, que tu insinuais tout à l'heure par rapport à l'équivalent en IPv4 des adresses privées. En IPv6, il existe les ULA, donc c'est des adresses en fait qui sont privées entre guillemets dans le format IPv6. Donc ça commence soit par FC, soit par FD en fait. D'accord. Et c'était utile, même si finalement dans la pratique, il y a peu d'entreprises qui le mettent en place. Mais c'était pour la problématique de si je configure tous mes serveurs avec une adresse IP globale, mais du jour au lendemain, je change d'opérateur. Mon adresse IP globale va évoluer. Si, admettons, en statique, etc., pour éviter à chaque fois d'avoir toute une reconfiguration à faire au changement d'opérateur, on ajoutait de l'ULA, c'est-à-dire qu'on ajoute encore une adresse sur la carte réseau, c'est-à-dire votre serveur, il aurait son adresse lien locale, son adresse globale et son adresse ULA. Et pour vos machines internes, via GPO ou autre, quand vous déployez, ou même le serveur DNS par exemple, on mettrait l'adresse ULA. Comme ça, on sait que celle-là, même si on change d'opérateur, toutes les machines pourront toujours joindre l'AD. Oui, ça pose aucun souci voilà. après sur... Ça, c'était pour cette utilité-là, qui est du coup, vu chaque entreprise peut commander en fait un /48 gratuitement, ben, là, il n'y a plus trop d'intérêt à faire ça. Voilà. C'est possible, mais maintenant les entreprises en général, elles préfèrent s'acheter se prendre ce /48 et tout baser là-dessus. Voilà. Il y a quand même donc en ULA, on pourrait sortir sur Internet avec du NAT, etc. en IPv6, mais avec des configurations tordues, mais c'est vraiment pas fait pour. Quoi. Mais là, du coup, si j'ai bien compris le principe, c'est que la carte réseau, elle va avoir plusieurs adresses IPv6, une pour Internet, une pour le local. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est comme si on avait plusieurs cartes réseau, enfin virtuellement plusieurs cartes réseau avec sur plusieurs adresses. Par contre, tu restes toujours dans le même VM. Ça change pas, du coup, vu que c'est en dessous. Mais en effet, tu as plusieurs adresses qui permettent des usages différents. Hop. Bon, le multicast, on va le voir tout après. Il nous reste une demi-heure, ouais. Ok. On va juste faire un petit aparté justement sur la fameuse, le dual stack. Est-ce que je l'ai ici? C'est quoi ce schéma? Voilà. Donc là, ce qu'on voit dans ce schéma, en bas, vous avez donc 4 cases. Vous avez 2 machines qui sont connectées uniquement au monde IPv6, 2 machines qui sont connectées sur les 2 mondes, et 2 machines qui sont connectées qu'au monde IPv4. Donc comment ça se passe en fait pour chaque machine quand elle veut joindre le site google.fr qu'on voit tout en haut? Google.fr, c'est pareil, c'est un serveur qui est connecté sur les 2 mondes. Donc quand vous êtes sur les machines IPv6 uniquement, bah, ça va être très simple. Google.fr est disponible en IPv6. Du coup, le trafic va partir dans le routeur IPv6 et partir sur le monde IPv6 et accéder à google.fr. Ça, c'est bon. Quand vous êtes sur une machine qui est connectée sur les 2 mondes, donc vous avez maintenu votre connectivité IPv4, vous n'avez pas voulu bousculer toute la configuration actuelle, malgré tout, petit à petit, vous déployez IPv6 et vous avez rendu Internet disponible en IPv6 sur votre site. Votre ordinateur est connecté sur les 2 mondes. Qu'est-ce qu'il va faire quand vous allez sur google.fr? Comme j'ai dit tout à l'heure, les systèmes d'exploitation modernes utilisent en priorité IPv6. Donc, votre machine qui est en bas, qui est connectée en dual stack, elle va aller sur google.fr en IPv6. Voilà. Et pas en IPv4. Malgré tout, si elle veut joindre le serveur à droite, nextimpact.com, qui est lui connecté que au monde IPv4,
et ben dans ce cas-là, elles peuvent quand même y accéder. Parce qu'elles vont utiliser leur connexion en IPv4 pour accéder au site en face. Pour les ordinateurs du coup en IPv4 uniquement, bah, que ce soit pour Google ou pour NextImpact, elles vont s'y connecter au travers du monde IPv4. Sur ce schéma-là, on a une problématique, c'est quand les machines de gauche IPv6 uniquement veulent joindre nextimpact.com. Comment ça se passe? Et bien là, en fait, elles ne peuvent pas y accéder, tout simplement. Parce que les deux mondes, comme je disais, le monde Internet IPv6 et IPv4, ils sont indépendants. Donc sans mécanisme, sans équipement spécifique, en fait, on ne peut pas faire de lien entre les deux. Donc là, à l'instant T, les machines de gauche ne peuvent pas aller sur le site nextimpact.com. Voilà. Ah ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des sites web qui, à l'inverse, sont uniquement IPv6 et que du coup, les machines de droite ne pourraient pas y accéder? C'est plus rare, je pense. Exactement, ça c'est plus rare, mais ce serait le cas aussi. Malgré tout, petit aparté, vos smartphones en 4G, la plupart, ils sont uniquement connectés au monde IPv6. Ils n'ont pas de double stack. Donc votre ordinateur, votre smartphone, il est dans la case à gauche ici. Pourtant, vous vous êtes rendu compte de rien. C'est-à-dire que quand vous surfez sur Internet, des fois vous allez sur des sites qui sont que IPv4 et ça fonctionne. Donc ça, c'est au travers d'un mécanisme qui est mis en place par l'opérateur et on en parlera tout à l'heure, voilà. Si on a encore un peu de temps. Mais les deux mondes sont vraiment dissociés et sans équipement spécifique, on ne peut pas relier les deux. Hop. Donc, comment ça se passe sur votre parc donc informatique? Quand vous voulez déployer l'IPv6, comment ça fonctionne? Comment on le met en place? En fait, on le met en place très très rapidement, IPv6. On a l'impression que ça nécessite un raisonnement très complexe et autres, mais en fait pas du tout. C'est très rapide à mettre en place, c'est pour ça qu'à la maison, sans vous en rendre compte, votre box fait le job et votre ordi se construit son adresse et vous surfez pour plus de la moitié de votre trafic en IPv6 sans vous en rendre compte. Parce que ça s'auto-configure et ça fonctionne, pour moi c'est un peu magique. Parce qu'on n'a pas besoin de mettre en place de serveurs DHCP et autres. Mais comment ça se passe en fait dans les faits? Alors je vais résumer ça, je vais grossir un peu les traits pour pas que ça prenne trop de temps et parce que après on aborde un sujet assez technique. Si jamais vous avez des questions ou vous voulez voir certaines choses, n'hésitez pas à m'interrompre. Voilà. Donc en gros, on va se baser sur ICMP-v6 et sur la partie NDP, où c'est un protocole qui va permettre de faire la découverte des voisins sur votre réseau. Mais qui dit voisin dit aussi routeur. Donc votre machine, quand vous connectez au monde IPv6, en fait, elle va utiliser le protocole NDP pour aller chercher un routeur sur le réseau, par exemple. En cherchant un routeur sur le réseau, elle va récupérer des informations qui vont lui permettre de construire son adresse. Le protocole NDP, comme quand on fait un ARP-A pour les connaisseurs en IPv4, en fait, on peut faire un NDP-A ou sur Windows un IPv6 show neighbor pour voir la correspondance adresse IPv6, adresse MAC des machines. C'est grâce à ce protocole. Donc il va nous permettre de découvrir les routeurs, de découvrir le paramétrage, le préfixe, la MTU, on s'en fiche, le préfixe, le DNS, etc. Et de faire la résolution d'adresse IP MAC comme le faisait le protocole ARP. Donc qu'est-ce qui se passe en fait quand vous connectez votre machine sur le réseau? Elle va en fait envoyer un message qui s'appelle Router Solicitation, c'est le fameux RS, et c'est destiné à une adresse multicast, donc ça c'est un peu complexe, mais en gros chaque routeur qui est compatible IPv6, il s'abonne à l'adresse multicast des routeurs en gros. Et comme une table globale de toutes les adresses. Voilà, tout routeur compatible IPv6, il est abonné en fait à un groupe multicast. Un annuaire, comme un annuaire. Voilà, tout simplement. Et quand vous branchez votre machine sur le réseau, elle va aller taper en fait dans ce groupe. Et si jamais il y a un routeur présent, bah, il va répondre. Et quand il va lui répondre, il va lui donner le préfixe. Il va lui donner le serveur DNS. Il va lui donner certains paramétrages comme ça. Avec ces éléments-là, la machine... Alors, on voit juste après, donc... Voilà, avec ces éléments-là, en fait, la machine, elle va... Alors, attends, c'était où? C'était ici. Je sais plus, bon, c'est pas grave. Elle va du coup pouvoir se construire complètement l'adresse IP, V6, parce qu'elle aura tout ce qu'il faut pour la construire. Et donc, elle aura comme passerelle par défaut le routeur qui lui a répondu, elle aura sa propre adresse globale, et elle aura son serveur DNS. Donc en fait, sans serveur DHCP, juste avec ce mécanisme qui s'appelle le SLAC, pour Stateless Adresse Autoconfiguration, enfin bref, ça va permettre directement d'avoir une connectivité complète à Internet et autres. Donc, pour résumer, vous branchez votre machine en IPv6, elle se crée son adresse link locale. Grâce à son adresse link locale, elle va chercher un routeur sur le réseau. Le routeur sur le réseau, il va répondre... Comment elle sait qu'elle est unique, l'adresse link locale?
Elle se crée une adresse link locale. Comment En fait, ça s'est basé sur l'adresse MAC, l'adresse link locale. Alors, je le détaille un peu avant, mais c'était vraiment pas pour pas passer trop de temps là-dessus. En gros, c'est ce slide-là. On le passe rapidement. En fait, on utilise le I64. Donc, en fait, vous avez ce préfixe IPv6, les 64 bits de gauche. Ce préfixe, votre adresse link locale commencera par ça. Et les 64 bits de droite, en fait, ça va correspondre à l'adresse MAC, enfin les 3 premières octets de l'adresse MAC, plus 3FE, plus les 3 dernières octets de la MAC, en fait. Ce qu'on voit ici, c'est que là, j'ai une adresse MAC surlignée en jaune. Bah, l'adresse que je me suis construite en link local, en fait, on voit bien qu'il y a une partie qui est liée à l'adresse MAC. Voilà. Malgré tout, même s'il y avait conflit, dans le protocole IPv6, c'est prévu. En gros, il y a du Neighbor Solicitation, le fameux NS. On va aller vérifier que l'adresse IPv6 n'est pas utilisée avant de se l'attribuer, en fait. Enfin, c'est un mécanisme qui est prévu dans le protocole IPv6. Donc voilà, il y a double sécurité. Déjà, on se base sur l'adresse MAC, donc il y a de bonnes chances que ce soit unique. Et en plus, on vérifie avant de se l'attribuer. Donc, la machine s'attribue l'adresse link locale. Ensuite, elle envoie un RS, donc un router solicitation, au groupe des routeurs, en gros. Le routeur qui est présent... Alors, autre question, oui. Comment elle connaît le groupe des routeurs? Parce qu'il n'y a pas de broadcast. Justement, alors le multicast, c'est pour ça que ça résout tout le problème de broadcast. C'est défini dans les RFC, en fait. C'est-à-dire que tout groupe de routeurs, c'est la FF02 2.2.2. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel routeur de n'importe quel constructeur, quand vous le branchez sur le réseau, s'il est compatible IPv6, qui est le cas maintenant partout, en fait, il s'abonne au groupe FF02 2.2.2 automatiquement. C'est dans la RFC, c'est unique, c'est comme ça. D'accord. Donc elle envoie un message à tous les FF02, c'est ça? Tous les FF02 2.2.2, exactement. Le RS, il part à cette destination-là. Et donc, si seul un routeur est abonné à cette adresse, donc si vous avez 2 routeurs sur votre réseau, 2 routeurs vont répondre. Si vous en avez qu'un seul le routeur qui sera présent sur votre site, enfin sur votre VLAN, pardon, il répondra en fait à cette sollicitation. Et quand il répond, c'est ce qu'on voit ici, là c'est une trace complète de la réponse en fait. Vous voyez qu'il répond avec des options et on a le fameux préfixe information. Donc on connaît les 64 bits de gauche. On a une route, on a un DNS serveur. C'est-à-dire que la machine, après avoir fait ce mécanisme-là, elle sait comment se configurer son adresse et elle sait quel DNS utiliser. Et en fait, ça suffit pour accéder à Internet. On n'a pas besoin de plus. Si on a besoin de plus, par exemple des options de DHCP ou autre, là dans ce cas-là, on mettra du DHCP en place, mais c'est autre chose. Là pour l'instant, on est sur le mécanisme autoconfiguration, donc on n'a pas besoin de solution tiers hormis le routeur. Hop. Donc c'est ce que j'explique ici. Voilà. Par contre, c'est vrai que si vous avez, donc là, comme on vient de le dire, ça nous permet d'avoir une connectivité à un IPv6 complète, d'accéder à Internet et autres. Malgré tout, si vous aviez des besoins spécifiques, par exemple en IPv4, vous aviez des options réseau qui étaient envoyées pour la téléphonie, par exemple, souvent c'est le cas, on envoie des options DHCP, ou même vous voulez garder la maîtrise des adresses IP. C'est-à-dire que vous voulez que chaque machine, ce soit vous qui décidiez des adresses IPv6 qu'elles vont obtenir. Dans ce cas-là, on doit mettre en place en fait du DHCP v6 qui existe du coup. Alors, je vois après, je crois. Ouais, là je partais du. C'est pas le bon slide. Bon, je vais le prendre après. En fait, on peut mettre en place du DHCP v6 qui a 2 notions. Donc, DHCP v6, non, je l'avais enlevé, je voulais peut-être pas en parler en fait. Ok, je sais plus. En fait, c'est quand même possible, c'est vrai que c'est pas forcément l'objet là, mais ça permet, en gros, on a 2 modes en DHCP v6, le stateless et le stateful. Le stateful, c'est la même chose qu'en IPv4, c'est votre serveur DHCP qui envoie les adresses aux machines et qui envoie les options. C'est ce mode-là que Android ne sait pas gérer, par exemple, parce que, voilà, qui est finalement peu utilisé. Et il y a le DHCP v6 en mode stateless, ça c'est le mode où en fait vous attribuez pas les adresses aux machines, mais vous leur envoyez des options. D'accord. Donc si dans le cas par exemple vous avez un besoin spécifique, envoyer une option au monde de la téléphonie, bah, vous mettez en place un serveur DHCP en mode stateless. Voilà. Ça c'était pour la petite anecdote. Donc la privacy extension, c'est donc quand vous avez obtenu le fameux RA, donc les informations qui permettent à votre machine de se construire une adresse. Ce qu'on voit ici, c'est que déjà, il y a plusieurs adresses. On a bien toujours l'IPv6 de liaison locale, qui est lié à l'adresse MAC. On a 2 adresses IPv6 globales parce que ça commence par 2.
donc on repère de suite, donc c'est une IP routée sur Internet. C'est oui. Là c'est Orange, pour info, là, ça c'était du Orange. Ouais. Et donc pourquoi 2 adresses? Parce que la privacy extension, c'est ce qui est utilisé par toute votre parc Windows, Mac, etc. En gros, on se construit pas qu'une adresse, tant qu'à faire, la machine elle s'en construit plusieurs. Une qui ne bougera pas, ce sera l'adresse IPv6 qu'on voit la première tout en haut. Cette adresse IP, elle, c'est pour le trafic en écoute. C'est-à-dire que si vous avez un serveur et vous voulez par exemple rendre accessible des données, bah, vous allez communiquer l'adresse IP qui est en haut. C'est l'adresse IP qui ne changera pas. L'adresse Mac, du coup. Elle se base plus sur l'adresse Mac maintenant. Par sécurité, ils n'ont pas fait ça. Ah d'accord. En global, c'est aléatoire. Sur ton slide. Oui, alors c'est vrai sur l'image, mais Windows 10 maintenant, les OS récents, ils font ça de manière aléatoire pour le global. D'accord. Parce que le problème, c'est que si on se basait sur la Mac, il y avait des contraintes au niveau tracking, etc. C'est-à-dire quand vous changez de site, le préfixe change, mais vu que votre adresse est liée à la Mac, on peut savoir où vous allez, par exemple. Oui, voilà, donc oui. c'est pour ça que ça a été supprimé. Exactement. Donc vous avez 2 adresses, l'IP temporaire, elle va être utilisée quand vous initiez une connexion vers l'extérieur, tout simplement. Votre ordinateur il va sur booking.com, bah, en fait on va utiliser l'IP temporaire, ce qui fait que booking.com, 1 heure après, si vous y retournez, ce sera plus la même adresse, il ne saura pas que c'était vous, enfin votre machine qui était connectée. Donc les privacy extensions c'est fait pour ça, et c'est pour ça qu'il y a autant d'adresses quand vous faites un IP config en IPv6. Parce que du coup, vous avez la link locale et vous avez plusieurs adresses IP globales qui vont être renouvelées périodiquement quand vous redémarrez. Enfin, ça dépend du système d'exploitation. Malgré tout, là j'ai ces adresses-là, mais moi, si je veux m'en ajouter en statique, ben, en fait, c'est complètement possible. C'est-à-dire qu'en IPv6, quand vous passez en statique, c'est pas forcément passer en statique au niveau complet. C'est vous pouvez maintenir la connectivité que vous aviez jusqu'à présent avec le mécanisme d'autoconfiguration, mais vous ajoutez une adresse en écoute en fait. Donc là c'est dans l'exemple en dessous, je me suis ajouté une adresse où j'ai pris le préfixe et j'ai mis par exemple l'IPv4 dedans. Voilà. Bon en fait c'est l'IPv4 au format hexadécimal, mais bon c'est pas grave, ça marche. Oui. Là j'ai pareil, le deuxième en jaune, j'ai mis café, bad juste après, enfin bref. Mais ça c'est une adresse que j'ai créée moi à la main, j'ai rajouté. Malgré tout elle va avoir le même fonctionnement que l'adresse IP définitive, c'est-à-dire qu'elle est en écoute. C'est-à-dire qu'avec si sur mes autres machines je ping cette adresse là, je vais bien arriver ici, ça va fonctionner. Par contre, quand moi je vais aller sur Internet, ben, je ne vais pas utiliser les adresses que j'ai ajoutées moi. Je vais utiliser l'adresse IP temporaire. Ça c'est de manière transparente, ça se fait tout seul. Automatiquement, il n'y a rien à faire. Voilà. Hop. Le niveau de sécurité, qu'est-ce que ça change? Alors, déjà, un des points pour moi qui est assez important, c'est qu'aujourd'hui en IPv4, pour vous repérer, là dans le contexte d'entreprise, je suis chez BioSTRL, je vais sur Internet, bah, je sors avec l'IP public que vous avez vous. Donc c'est-à-dire que déjà pour un attaquant, pour repérer l'IP public de BioSTRL, potentiellement c'est facile. Parce que du coup, il suffit qu'une des machines fasse un trafic illicite sur un site qui va pas bien, et bim, l'attaquant il a votre adresse IP, et il peut essayer de scanner les ports sur cette adresse IP, voir s'il y a quelque chose qui est ouvert, etc. Ça en IPv6, ça change complètement du coup. Parce que chaque machine a sa propre adresse, et surtout, il y a 2 puissance 64 adresses possibles par réseau. Donc en fait, c'est impossible de scanner tout ça. Voilà, c'est très complexe. Donc même si vous avez le préfixe de l'entreprise, pour trouver une machine qui en écoute là-dessus, c'est ultra complexe. Bon, donc déjà, tous les robots, c'est-à-dire que souvent, au niveau des flux, quand vous sniffez un peu sur votre firewall, les flux qui arrivent d'Internet, vous allez avoir plein de robots qui tentent des connexions SSH, HTTP, etc. Ben ça, c'est beaucoup moins le cas en IPv6 du coup. Voilà. Ça, c'est un premier point. L'adressage public, on en a parlé tout à l'heure. Les flux entrants sont destinés aux machines. Parce que du coup, un flux initié de l'extérieur, en destination, il va avoir l'adresse IP d'un de vos ordinateurs directement. Donc ça, on a l'impression que c'est moins sécurisé sur le papier. Malgré tout, le flux, il va quand même traverser votre firewall. Et comme je vous disais tout à l'heure, il suffit tout simplement de laisser la règle implicite sur un firewall ou de faire une règle qui dit tout trafic initié de l'extérieur, la session a été commencée de l'extérieur, quand il arrive sur mon firewall, je drop. Voilà. Et donc en fait, c'est-à-dire que vous avez la barrière à l'identique qu'en IPv4, tout simplement. Et après, vous pouvez faire vos autorisations que sur ce que vous voulez, et surtout vos autorisations même en vous basant sur un préfixe source. Ça, j'en parle rapidement ici, parce que je ne sais pas si on aura le temps, mais en gros,
en IPv4, quand vous avez le site, une connexion nationale, comme vous avez par exemple avec Biogroup, vous voulez autoriser le trafic d'un des sites, etc. Vous devez monter des tunnels IPsec et autres, mettre en place, faire attention que le réseau du site distant il soit différent de votre réseau à vous. Tous ces mécanismes-là qui sont très lourds, mais qui sont normaux parce qu'on s'est habitué, en fait, ils sont pas logiques. En IPv6, ça change complètement. C'est-à-dire que même sans tunnel IPsec, on peut rajouter nativement IPsec dans IPv6, ça c'est un autre sujet, mais même sans IPsec, vous pouvez très bien dire, bah voilà, Biogroup, Uniliance, ils ont ce préfixe-là, donc ce /56 par exemple, ben, j'autorise sur mon firewall ce /56 et uniquement celui-ci à accéder à ma ressource interne BioSTRL. Et donc en fait, sans monter de tunnel, sans faire une configuration complexe, vous pouvez autoriser le trafic que depuis une Uniliance. Voilà. Sans vous baser sur... et même par VLAN, etc. Enfin bref, c'est beaucoup plus simple après à faire au niveau des règles. Donc les privacy extensions, on l'a vu, c'est quand même important au niveau sécurité parce que vu que vous avez l'adresse IP temporaire sur votre machine pour sortir sur Internet, il y a quand même une notion l'adresse IP peut changer. Et si vous avez des règles de firewall qui disent par exemple l'ordinateur de Jérôme ne peut pas aller sur ce site, l'ordinateur de Jérôme, il va peut-être changer d'adresse régulièrement. Donc comment vous le traquez, etc. C'est un peu plus complexe à sécuriser dans ce sens-là. Pas de fragmentation, ça on l'a dit tout à l'heure. Oui. Qui choisit de prendre la privacy extension plutôt que l'adresse globale? C'est Firefox? C'est chaque logiciel qui choisit? Non, c'est le système d'exploitation directement. Ouais. C'est le système d'exploitation. Après, il y a peut-être des notions de configuration sur les softs pour éviter ça, mais nativement, même quand vous faites un ping, donc là on reste sur l'OS, on n'a pas sans logiciel, en fait il va utiliser sa temporaire en source. Donc ça veut dire quoi? C'est un serveur qui va faire du FTP sur le HDS, par exemple, il va prendre par la privacy extension parce que FTP c'est externe? En fait, c'est comme comment on se. D'un côté, il faut une adresse fixe pour mettre des pare-feux, de l'autre côté, on. Alors attention, les privacy pour être protégé. Donc c'est pour ça que j'ai. Ouais, je comprends bien la demande. Alors les privacy extensions, en fait, ça c'est vraiment dans un contexte utilisateur. On l'active pas sur un serveur en fait. Pour moi, sur un serveur, même l'autoconfiguration, c'est pas forcément obligatoire non plus. Mais sur un serveur, on reste en IPv6 soit fixe, soit mais sans privacy extension, sans ce mécanisme-là. Parce que la privacy extension, c'est vraiment pour éviter le tracking, ça n'a pas de sens sur un serveur, c'est plus pour la partie utilisateur. Voilà. Donc dans ce cas-là, on le désactiverait, enfin on le mettrait pas en place sur un serveur tout simplement. Ok. Attention à la gestion hardware, ouais, ça j'ai déjà eu un cas chez un client où en fait il a voulu mettre en place IPv6, mais son firewall sur le papier il était compatible, sauf que ce que disait pas l'éditeur du firewall, c'est qu'en fait il était compatible mais tout en software. Sur les firewalls, vous avez en gros des ASIC, enfin des composants qui permettent de gérer beaucoup de flux, etc. Mais en fait il n'était pas activé en IPv6. Donc ça c'est un petit point à prendre en compte. Le RA qui n'est pas sécurisé. Alors, ça, c'est pareil qu'en IPv4 avec le DHCP snooping. C'est-à-dire que si je me mets sur le réseau et que je mets mon routeur IPv6 et je configure un préfixe, par exemple, toutes vos machines qui sont sur le réseau, elles vont, si la pile IPv6 est activée, elles vont joindre la FF02 2.2.2, ce qu'on a vu tout à l'heure. Moi, je vais leur répondre avec mon petit routeur que j'ai branché sur votre réseau. Et donc, je vais pouvoir auto-configurer toutes les machines de votre parc. Voilà. Donc c'est pour ça que le RA de base il n'est pas sécurisé, mais c'est pareil pour un serveur DHCP en IPv4. Donc dans ce cas-là on met du RA guard, en IPv4 on met du DHCP snooping, c'est le même fonctionnement. Sur le switch en fait, je vais déclarer un port où il y a le routeur. Je vais dire voilà, mon routeur il est branché sur ce port là en gros. Et il n'y aura que les RA qui viennent de ce port là qui seront autorisés. Donc si quelqu'un de malicieux vient brancher son routeur, il pourra même pas recevoir le trafic. Oui, c'est vraiment l'équivalent du DHCP. Exactement, c'est ça.